Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance consacrée à la cybersécurité à l'ère de l'IA. J'avais une petite question à vous poser, vous qui êtes présents, c'est quels sont ceux d'entre vous qui travaillent dans la cybersécurité? D'accord, donc c'est une minorité de personnes, mais vous aurez la chance d'avoir un expert sur le sujet vraiment technologique qui pourra répondre à certaines questions, bien évidemment, etc. Alors, le sujet est un sujet qui aujourd'hui, je dirais, fait la une des journaux, qui est absolument, j'allais dire, majeur dans notre économie et bien sûr dans notre société. C'est celui des cyberattaques liées à l'intelligence artificielle. Pour commencer, je voudrais peut-être rappeler 3 chiffres qui montrent l'impact du sujet sur notre société. En 2025, les pertes liées aux fraudes qui sont concernant les cyberattaques qui utilisent l'IA ont atteint en France 1,3 milliard d'euros. Deuxième chiffre, 70% des attaques sont liées à l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est la manipulation des comportements. C'est-à-dire que vous ne hackez pas le système, mais vous manipulez les comportements des personnes, des collaborateurs, pour rentrer dans le système. Et ça, c'est un fait qui se développe à vitesse grand V avec l'intelligence artificielle. Et troisième chiffre, en 2025, les organisations en France ont subi en moyenne 1938 attaques par semaine, avec une hausse de 48% des demandes de rançon, des ransomware, par rapport à 2024. Ce qu'on voit, c'est que l'IA, finalement, est un outil clé désormais pour les cybercriminels, qui rendent les attaques plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter. Et on pourrait dire d'ailleurs que la montée de l'ingénierie sociale, donc cette manipulation des comportements, est étroitement liée à l'IA. Et on voit à quel point aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile d'identifier les deepfakes, les phishing personnalisés, et puis une forme de cybercriminalité qui s'appuie sur l'automatisation des campagnes de manipulation qui vont être maintenant dominantes dans les cybermenaces qu'on va vivre. Alors, juste l'actualité avec des cas concrets, puisqu'on parle d'anatomie d'une crise cyber liée à l'intelligence artificielle. En 2025, France Travail a subi une attaque et s'est vu dérober 43 millions d'usagers. Donc, si vous êtes passé par France Travail, il y a une probabilité très forte que vos données aujourd'hui soient utilisées par des cyber hackers sur toutes les possibilités qui sont offertes, notamment avec l'IA. L'opérateur Télécom Free ou le ministère de l'Intérieur, c'est des institutions qui ont aussi subi des attaques massives, qui ont touché plus de 1 million de personnes. Et puis enfin, toutes les grandes entreprises et les PME, c'est plus de 50 organisations majeures, grande distribution, luxe, santé, qui ont été victimes des attaques, qui ont utilisé des voix clonées, des deepfakes ou des emails générés par l'IA. À l'international, on a beaucoup parlé de Qantas Australie, 5 millions de données clients qui ont été revendues sur le dark web. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur le dark web avec toutes leurs données. Et surtout, ce qui a été probablement le plus marquant, et on en parlera bien évidemment avec Pierre-Yves Amiot ici présent, c'est l'été très particulier qu'a connu la Grande-Bretagne. Notre cousin britannique a connu 3 attaques majeures pendant l'été. La première sur le distributeur Marks & Spencer, le deuxième sur le grand magasin Harrods, que tout le monde connaît à Londres, et le troisième sur le constructeur automobile Jaguar Land Rover. Cette attaque qui a été créée avec de l'ingénierie sociale a provoqué un blocage complet, une paralysie complète de la production pendant 5 semaines. Et ça a eu comme conséquence de faire chuter la production automobile en Grande-Bretagne de 27% en septembre 2025 et la paralysie de la chaîne de production, c'est-à-dire tous les fournisseurs, tous les sous-traitants, avec un gouvernement britannique qui a dû débloquer en urgence 1,5 milliard de livres sterling pour les mettre à disposition de tous ces fournisseurs et sous-traitants. Ça a eu comme impact, et c'est ça peut-être l'élément le plus probant, une baisse de la croissance britannique qui a reculé de 0,1% en septembre, qui est directement liée à cette cyberattaque. Donc ce qu'on voit, c'est l'impact du sujet, et on voit bien évidemment que dans ce contexte-là, je dirais ça rigole plus. Hein. Là, on est vraiment dans du lourd. Alors pour éclairer notre débat sur la cybersécurité et l'IA, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants.
Alors d'abord, un expert reconnu de la cybersécurité, Pierre-Yves Amiot. Donc vous êtes Bonjour à tous. directeur chez Orange Cyberdéfense en charge des activités transverses et du Global CERT. Alors, peut-être rappeler ce qu'est un CERT en 2 mots, Pierre-Yves? Oui, alors en 2 mots, un CERT, ça va être les équipes qui vont faire de la réponse aux incidents et qui vont faire du renseignement autour de la menace. Donc on va s'inspirer, on va s'intéresser principalement sur les activistes, les cybercriminels et les attaques qui peuvent être soutenues ou qui sont conduites par des États. Alors c'est particulièrement intéressant et vous allez comprendre pourquoi avec les organisateurs de Tech Fest on a décidé d'inviter Pierre-Yves. C'est que l'entité qu'il gère doit chaque jour gérer 60 milliards d'événements de cybersécurité. Alors on va définir tout à l'heure ce qu'est un événement de cybersécurité. En gros, vous allez nous expliquer comment l'IA a un impact et comment vous gérez ces cyberattaques, parce que là on est au cœur vraiment de l'économie. Hein. Bon. Alors Serge Tisseron, deuxième intervenant. Alors Serge Tisseron, il est psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes connu pour vos travaux sur les relations humaines à l'ère du numérique. De nombreux livres que j'ai eu le plaisir de lire d'ailleurs. Je suis un grand fan, hein, je le dis avec vraiment humilité parce que j'apprends plein de choses à chaque fois. La psychologie des écrans, l'impact des nouvelles technologies sur la société et vous abordez régulièrement les enjeux psychologiques et sociétaux liés à la cybersécurité, notamment la protection des données personnelles, l'identité numérique, les risques psychologiques, notamment sur le cyberharcèlement, l'addiction, la manipulation. Et vous nous expliquerez comment les hackers utilisent nos biais cognitifs et nos impulsions psychologiques pour mener leur cyberattaque. Alors, ce que je vous propose pendant tout le déroulement de cette séance, c'est que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Il est notamment assez logique de dire on attend la fin pour poser des questions, mais je pense qu'on va avoir un débat assez riche avec 2 aspects, comme vous l'avez compris, avec plutôt la technologie et plutôt l'aspect, j'allais dire, humain, psychologique, avec Serge. Donc n'hésitez pas, vous levez la main, je vous donne la parole et comme ça, on pourra poser les questions et avancer. Alors première question à Pierre-Yves Amiot. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'intelligence artificielle en matière de cybersécurité? Parce que c'est quand même le sujet. Et comment l'IA s'illustre-t-elle dans les domaines, à la fois de l'attaque et de la défense? Parce que quand on a préparé cet entretien, j'ai bien compris que c'était aussi une opportunité de défendre les organisations, les personnes, les citoyens. Et à quoi ça sert finalement l'IA en matière de cybersécurité? Déjà, alors je ne vais pas revenir sur la définition exacte de ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais pour faire très simplement, des modèles mathématiques ou informatiques qui permettent de simuler des comportements humains et surtout qui vont permettre d'innover grandement dans différents domaines et notamment celui qui me concerne spécifiquement, la cybersécurité. L'intelligence artificielle, chez nous, déjà, elle va être décomposée en 3 grandes innovations. Tout d'abord, ça va être la personnalisation. Et ensuite, on verra comment ça peut s'adapter en attaque ou en défense. Ensuite, ça va être l'automatisation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec de l'agentique, par exemple. Et ensuite, l'accélération des pratiques, des outils qu'on peut utiliser quasiment au quotidien maintenant. Et comme tu l'indiquais, l'intelligence artificielle peut être exploitée ou en attaque ou en défense. Alors moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est l'attaque, c'est les attaquants, c'est les menaces. Donc évidemment, on reprend les 3 grands patterns. La personnalisation, on l'évoquait aussi un petit peu dans la conférence d'avant, la personnalisation des campagnes de phishing par exemple. Donc ces mails frauduleux qui vont chercher à vous faire une action que vous n'auriez pas réalisée évidemment. Cliquer par exemple. Cliquer sur un lien par exemple. Le deuxième élément, ça va être l'automatisation. Donc l'automatisation ou des attaques que les attaquants vont pouvoir conduire, ou aussi des déploiements de méthodes de défense, et c'est ce qui va intéresser Orange Cyberdéfense, pour se prémunir des attaques. Et le troisième grand élément, c'est l'accélération. L'accélération des campagnes d'attaque, on pourra l'expliquer peut-être après avec le sujet des vulnérabilités, par exemple, comment une vulnérabilité pour laquelle vous n'aurez pas appliqué un patch de sécurité va être exploitée quelques minutes, voire quelques secondes après qu'elle soit divulguée. Et aussi, évidemment, accélérer les méthodes de défense et la mise en place de règles de détection ou de blocage pour se prémunir des attaques. Donc ça va être les 2 grands ensembles. Alors vous avez, comme vous l'avez dit, un rôle d'identification des attaques. Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide sur ce sujet? Alors, l'intelligence artificielle sur la défense, elle va permettre d'intervenir à plusieurs moments.
Déjà dans la création, ce qu'on appelle le build, donc la création de patterns de détection, l'amélioration continue de process, d'outils, etc. Typiquement, l'intelligence artificielle va nous aider à créer des playbooks, donc des séquences de réponses automatiques, ou alors des règles de détection pour pouvoir en écrire en avance de phase. Ensuite, sur la détection, on va pouvoir plus facilement traiter des énormes volumes de données. On parlait de 60 milliards d'événements traités chaque jour par an en cyberdéfense. Et on va pouvoir aussi détecter des anomalies spécifiques qu'un humain ne pourrait pas traiter parce que face au volume de données qu'il doit traiter, sans outils, c'est devenu impossible. Le troisième élément, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir venir dans la qualification des éléments de sécurité pour trier le bon grain de livret. On parlait de 60 millions d'événements traités chaque jour par nos analystes. Qu'est-ce que c'est qu'un événement, peut-être expliquer Un événement, ouais, ça va être une information remontée par un outil de sécurité. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est une cyberattaque forcément. Absolument, ça ne veut pas dire que c'est une cyberattaque. Et en fait, parmi ce volume de données, nous, on va en traiter environ 130 000 incidents de sécurité. Et un incident de sécurité, c'est quelque chose qui est identifié comme tel par l'analyste et par le client. C'est-à-dire que le client lui-même va dire ça, c'est un comportement déviant par rapport à une norme. Et ensuite, dans ces incidents de sécurité, on va avoir des attaques avérées. Et ensuite, évidemment, dans ces attaques, elles seront plus ou moins sophistiquées en fonction de la source, de l'attaquant qui en est à l'origine. Donc 60 milliards par jour, 130 000 vous dites, mais combien d'attaques véritablement par jour? Ensuite, on va traiter par an environ 13 000 attaques avérées au travers de nos différents centres de détection en France, évidemment, mais aussi en Europe, parce qu'Orange Cyberdéfense a une empreinte internationale. Donc, sans ces outils d'intelligence artificielle, il serait impossible quasiment de passer de 60 milliards par jour à 13 000 incidents vraiment qualifiés par an. Merci Pierre-Yves. Serge Tisseron, on a vu 70% des cyberattaques, c'est de l'ingénierie sociale, donc la manipulation des comportements. Vous qui êtes psychiatre, psychologue et finalement un des meilleurs spécialistes de l'application de ces sciences humaines à la cybersécurité, comment c'est quoi les pièges psychologiques? C'est quoi les manipulations? C'est quoi les biais cognitifs qui sont utilisés par les hackers? Parce qu'on a l'impression que c'est une créativité quand même sans faille. Alors dès qu'on parle de biais aujourd'hui, on pense tout de suite aux biais des intelligences artificielles. Les biais, les failles, les hallucinations. Mais il faut comprendre que si les IA ont des biais liés à leur base de données insuffisante, on a tous nous aussi des biais liés à nos bases de données insuffisantes. C'est l'histoire du Français qui débarque en Irlande, qui voit 3 Irlandais roux et qui en déduit que tous les Irlandais sont roux. Donc on est tous limités dans nos expériences par les données dont on dispose. Donc c'est un biais cognitif important, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a un auteur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel. Voilà, pour avoir étudié justement tous les biais possibles. Alors ils sont extrêmement nombreux et même la liste s'allonge régulièrement. Et on peut en distinguer plusieurs catégories. Alors, vous avez des biais qui sont liés au fonctionnement cérébral et qui sont absolument incontournables. Alors, Daniel Kahneman donne un exemple assez impressionnant. Auprès de sujets qui sont testés, il fait tourner une roue de la fortune. Donc vous savez, les gens doivent deviner un chiffre, la roue de la fortune tourne. La roue de la fortune est truquée, il y a 2 groupes. En fait, pour l'un des 2 groupes, la roue de la fortune tombe très souvent sur 100. Et pour un autre groupe, la roue de la fortune tombe très souvent sur 5. Et ensuite, Daniel Kahneman pose une question très simple. Quelle est la population de tel pays, dont les sujets testés probablement n'ont aucune idée, ou une très vague idée. Et il montre comme ça que les gens pour lesquels la roue de la fortune s'est plutôt arrêtée sur un chiffre élevé ont tendance à surestimer la population du pays, et les gens pour lesquels la roue de la fortune s'est arrêtée sur un chiffre bas ont plutôt tendance à sous-estimer la population du pays. Donc ça, c'est un biais, lié au fonctionnement cérébral, aussi l'incapacité du cerveau à gérer les croissances exponentielles. On ne peut pas les penser. On pense à 2, 4, 6, 8, 10, mais jamais en 2, 4, 8, 16, 32. Donc ça, c'est un biais assez courant lié au fonctionnement cérébral, mais il y en a d'autres. Par exemple, ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Il y a des personnalités plus optimistes que d'autres, mais dans la vie de chacun, il y a des moments où on a l'impression que
on est très fort. Si on vient d'avoir un événement très heureux, une reconnaissance officielle, où on a réussi à déjouer une attaque, une cyberattaque. C'est profondément humain. Voilà, si on vient de réussir à déjouer une cyberattaque, on se sent très fort, et l'attaque suivante, peut-être on va la rater. C'est l'idée de hacker qui envoie une première attaque qui est déjouée pour le faire passer une deuxième attaque à un moment où les intervenants auront l'impression que rien ne leur résiste. Erreur, voilà. Et puis vous avez des biais aussi liés aux circonstances. Par exemple, le biais de disponibilité. Il a été montré que les employés qui ont trop peu de temps pour gérer tout ce qu'ils ont à faire vont être beaucoup plus enclins à cliquer là où il ne faut pas cliquer. Ce qui donne d'ailleurs une responsabilité aux entreprises qui s'occupent de cyberhacking de ne pas surcharger non plus leurs employés d'activité, parce que sinon, ils risquent d'être victimes du biais de disponibilité. Donc vous voyez un certain nombre de biais sur lesquels les hackers vont jouer avec des stratégies assez différentes qui sont connues maintenant. Deux exemples, le phishing numérique. Une personne reçoit par exemple une demande, une proposition de travail faramineuse sur LinkedIn. Elle essaye de répondre, cette personne, et puis le message ne passe pas et finalement l'interlocuteur lui dit mais utilisez donc votre ordinateur professionnel parce que peut-être ça marchera et ça serait quand même idiot de laisser passer cette occasion, et utilisation de l'ordinateur professionnel est porte d'entrée pour une attaque de phishing numérique. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart des outils personnels, des outils numériques personnels des employés d'une entreprise sont la porte d'entrée privilégiée des hackers. Donc vous voyez, ça justifie évidemment non seulement des campagnes de déminage pour enlever les mines au fur et à mesure qu'elles sont posées par l'ennemi, mais aussi des campagnes de prévention pour que les gens ne posent pas les pieds là où il y a des mines. Comment on se protège par rapport à ces deepfakes, par rapport à je dirais, toutes ces manipulations en ligne qu'on voit exploser ces derniers temps? Oui, alors déjà une bonne information, savoir les portes d'entrée qui existent, et puis développer une culture de la vigilance, et je dirais aussi une culture du partage d'expérience. Parce que on a chacun une certaine idée de ce que sont ces attaques. Beaucoup d'entre nous ont eu à en déjouer ou en subir, voilà, sans arriver à les déjouer. Et je crois que l'importance de ces attaques aujourd'hui oblige à penser tout un volet de la culture d'entreprise du côté des informations que des employés peuvent se donner mutuellement sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire une culture dans laquelle il y ait le plus possible il y a autant que faire c'est possible compte tenu du rythme de travail d'entreprise, une entreprise dans laquelle il y a des moments d'échange d'expérience, de conseils mutuels et de mise en garde mutuelle. Parce que si quand une personne a un petit doute sur quelque chose et qu'elle se dit non, je ne vais pas déranger mes collègues qui sont occupés à autre chose, je réponds. C'est là que le risque est le plus grand. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un collègue et lui dire regarde, j'ai un petit doute, qu'est-ce que tu en penses? L'autre collègue peut dire mais j'ai eu la même chose. Et puis on tape sur internet, regarde, voilà. Ça... ou alors tiens, je ne sais pas, mais on va demander à notre chef, peut-être il aurait une meilleure idée. Vous voyez, donc développer bien sûr des personnes ressources pour informer les employés, mais aussi favoriser les échanges entre employés pour que les uns et les autres confrontent leurs expériences et s'aident mutuellement à déjouer ces attaques qui peuvent frapper tout le monde à tout moment. Comment vous faites chez Orange? Est-ce que pour préparer les collaborateurs, et notamment, est-ce que vous avez cette culture de partage dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas normal? Alors, je parle d'Orange, mais vous travaillez pour de nombreux clients, bien sûr, et organisations et États. Alors déjà, évidemment, le groupe Orange réalise ce type de campagne de sensibilisation face aux nouvelles méthodes d'attaque que l'on peut voir et de manière à acculturer les collaborateurs. Et la plupart des entreprises aujourd'hui ont bien saisi cet enjeu et le font au quotidien. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, évidemment, chez Orange Cyberdéfense, on a à cœur de partager sur la menace. Et c'est tout l'objet aussi de ce qu'on appelle le CERT. C'est identifier les menaces, les prémunir au maximum et surtout communiquer vis-à-vis de nos clients sur des nouvelles techniques, des nouveaux outils qui pourraient être utilisés par des attaquants, de manière à ce que tout le monde puisse élever un petit peu son niveau de maturité cyber. Le troisième point, vous l'évoquiez, c'était la fatigue cyber que peuvent rencontrer nos analystes. La cyberfatigue, maintenant c'est un terme qui rentre dans les... Ouais. Exactement, et ça fait plusieurs années que cette problématique a été prise en compte parce que quand on est un analyste, on s'installe sur son poste à 9h30, on va repartir à 18h et on aura traité des milliers d'événements de sécurité.
certains pourraient échapper. Donc on peut s'en prémunir de plusieurs manières, évidemment sur un facteur humain, se reposer, discuter, etc. Mais aussi parce qu'en amont, on a de meilleurs outils qui permettent de faire du triage, par exemple, et ça rejoint le sujet de l'intelligence artificielle comme accélérateur de défense. Ça va être aussi avec des procédures adaptées pour éviter qu'un seul analyste travaille sur des shifts de plus de X heures et dont le niveau de vigilance continuerait à décroître. Et donc ce sont différentes méthodes sur lesquelles on va appuyer, parce qu'à la fin, très souvent, ce qui est faillible, c'est l'humain. Alors justement, pour continuer Pierre-Yves sur ce sujet, comment l'IA, l'innovation en matière d'IA s'est développée en matière de cybersécurité? Parce que quand on pense IA, on ne pense pas forcément cybersécurité immédiatement. Et quand on regarde objectivement l'impact de l'IA sur la cybersécurité, on peut considérer qu'elle est considérable. Ça s'est fait très rapidement. Comment ça a évolué En fait, l'IA, dans le domaine de la cybersécurité et surtout dans le modèle offensif, a évolué depuis déjà presque une dizaine d'années. Il faut imaginer ce que vous connaissez peut-être, c'est une courbe de Gartner. Alors on est au milieu des montagnes, il faut imaginer un petit peu la même chose. C'est d'abord une espèce de face nord de l'innovation, ensuite une grande redescente, une vallée et une sorte de plateau médian. Pourquoi cette image elle est intéressante pour qualifier ce qu'on appelle l'innovation? C'est parce que il y aura des séquences systématiques dans tous les domaines, et notamment l'intelligence artificielle, et notamment dans l'intelligence artificielle offensive. Tout d'abord, on peut imaginer une face nord de montagne, c'est le lancement de l'innovation, et là on a des espoirs assez inconsidérés sur l'IA. D'un point de vue de l'attaquant, on peut voir en fait dès 2019 des premières innovations IA, avec un site web par exemple qui s'appelait This person does not exist, cette personne n'existe pas, et qui permettait de générer des faux visages qui pouvaient ensuite être utilisés sur des réseaux sociaux. Alors 2019 c'était l'avènement de Facebook par exemple, donc on avait des premiers profils qui n'existaient pas mais qui ressemblaient avec des vrais visages humains. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les attentes exagérées, donc là c'est l'IA assez médiatique, donc on va parler des modèles d'IA, des attaques par IA qui factuellement en fait sont pas si réalistes que ça. Vous connaissez ChatGPT, alors il faut imaginer qu'il existe aussi un Dark GPT, un moteur d'LLM débrayé qui permettait alors évidemment de faire des actions malveillantes dans le cyber, mais aussi des bombes ou autres. De commander des Kalachnikov ou ce genre de choses? Exactement. Donc en fait, c'était des modèles d'entraînement qui étaient débrayés. Et il y a ensuite eu toute une mode de GPT spécialisée sur la confection de pages de phishing, etc. Donc là, on commence à se dire, OK, l'IA en cyber-offensif, ça va être une catastrophe et la vague d'attaque va venir de manière absolument démesurée. On n'arrivera pas à la contrer. Et ensuite, donc, on commence à redescendre à une espèce de piste noire de la montagne vers la réalité, c'est ça. Et en fait, la réalité en IA cyber-offensive, elle était presque un peu décevante. Alors, je parle de mon point de vue, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les menaces. Donc, en fait, par exemple, un chercheur, une entreprise très connue, on peut la nommer, elle s'appelle EZ, a identifié un malware extrêmement sophistiqué qui permettait de lancer des commandes à la volée dès lors qu'elle était installée sur un parc informatique, qui permettait de dérober des informations et de supprimer l'ensemble des données, et tout ça par IA quasiment magique. En réalité, en fait, c'était pas un malware créé par des hackers, c'était un malware créé par un chercheur. C'était extrêmement décevant et il n'a jamais été dans la nature. Il a été simplement trouvé par hasard par ces chercheurs en informatique. Et donc, en fait, c'est le moment aussi où on s'est rendu compte que l'IA de défense allait être peut-être même plus forte que l'IA d'attaque. Et en fait, il n'y aurait plus grand-chose d'intéressant en IA offensive. Et là, c'est vraiment la vallée de la désillusion. Et depuis 2025, quand même, enfin depuis l'année dernière, on commence à voir des patterns d'attaque réalistes, réels. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu des agents d'attaque autonomes. On n'a pas encore vu d'attaque par IA autonome, mais on commence à voir, par exemple, des agents IA qui, en discutant avec des modèles de LLM, identifient des vulnérabilités, identifient la différence entre un patch de sécurité et une vulnérabilité, et permettent de créer des codes d'exploitation pour exploiter la vulnérabilité et donc lancer des attaques, cette fois-ci de manière beaucoup plus automatisée. Alors, on n'est pas encore à l'IA totalement automatique pour conduire des attaques,
On voit quand même les choses émerger là. En tout cas, on commence à avoir des grandes tendances et on sait que 2025, c'est vraiment l'année pivot, en tout cas, pour des prochaines attaques à venir et qu'on arrive à modéliser de manière assez certaine. Alors Serge, dans ce contexte-là, comment on fait pour se prémunir? Parce que face à tous les deepfakes par rapport à cette intelligence artificielle, ces cyberattaques qui vont déferler de façon quasi automatisée, hein, si j'écoute Pierre-Yves, À l'avenir, oui. comment on fait? Et puis surtout, comment on fait quand on sait qu'on nous demande de plus en plus de partager, d'être sur les réseaux sociaux, même de travailler de façon collaborative, et en même temps de protéger ces données? Comment on fait? Alors, en ce qui concerne le partage, il y a une catégorie de la population qui est de bons conseils. Ce sont les adolescents. On a souvent une mauvaise représentation de ce que font les adolescents sur les réseaux sociaux parce que comme les adultes vont plutôt sur les réseaux sociaux pour rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer dans la réalité, beaucoup d'adultes pensent que les adolescents feraient pareil. En fait, les adolescents vont beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour renforcer des amitiés existantes, c'est-à-dire retrouver à travers le numérique des gens qu'ils connaissent, qu'ils ont rencontrés pendant les vacances ou même plus souvent encore des camarades de classe qu'ils ont été obligés de quitter très vite à la sortie de l'école parce que leurs parents les géolocalisent et veulent qu'ils rentrent le plus tôt possible à la maison. Donc les adolescents appliquent avec les sites de rencontres, les réseaux sociaux, la règle de renforcer les amitiés existantes et pas du tout de partir à la pêche aux rencontres, ce qui est hélas le cas de beaucoup d'adultes qui essayent de pimenter la platitude de leur vie quotidienne ou la monotonie de leur vie quotidienne. Vous évoquez des sites comme Tinder, non? Ou pas du tout? Comment? Vous évoquez des sites comme Tinder ou... Oui, par exemple. Mais voilà, les adultes, eux, vont plutôt chercher l'inconnu où ils sont très émoustillés lorsqu'ils reçoivent une information émanant d'une hôtesse de l'air ou d'une créature qui les a remarqués quelque part et qui leur dit « je vous ai vu à tel endroit, voilà, j'ai flashé, j'aimerais bien que, etc. » Et donc voilà, déjà une première information privilégiée à travers le numérique, les rencontres pour lesquelles on a une sécurité puisque ce sont des gens que l'on connaît dans la réalité. Alors sinon, il y a autre chose qui est très important parce que la plupart des portes d'entrée quand même du hacking, c'est les outils personnels des utilisateurs. Et le grand problème, c'est que ces outils personnels, nos outils personnels, eh bien, on les utilise pour tout ce qu'ils nous permettent de consulter, mais on est assez peu attentif finalement aux règles de sécurité que nous devrions appliquer dans leur gestion. Et dans la vie quotidienne, on est soucieux des habits qu'on met, de la coiffure qu'on met, des lunettes qu'on se choisit, mais on est beaucoup moins préoccupé par les codes qu'on utilise pour tous les sites qu'on consulte. Et beaucoup de gens utilisent les mêmes codes ou utilisent 1, 2, 3, 4, 5, comme vous savez, ou ABCDE ou 1A, 2B, etc. Et donc, l'importance du cyberhacking aujourd'hui, je pense, doit attirer notre attention sur le fait que ce qui intéresse le hacker, c'est justement ce à quoi nous ne faisons pas attention. Et vous savez, je vais vous donner une comparaison qui peut peut-être vous étonner. La tarte des sœurs Tatin. La tarte des sœurs Tatin, c'est une tarte aux pommes. Et puis, elle est retournée. Eh bien, imaginez que vous êtes une tarte aux pommes. Les pommes, c'est ce qu'il y a dessus, c'est toute votre apparence sociale telle que vous cherchez à la faire briller, à la mettre en lumière, comment dire, la rendre attractive, la rendre appétissante. Et dessous, il y a la pâte. Mais vous en occupez pas, hein, vous vous occupez que des pommes, parce que c'est ce qu'on voit. Ben, le hacker, il retourne la tarte, comme les sœurs Tatin, et il va s'occuper de tout ce qu'il y a sous votre apparence, à quoi vous ne faites pas attention. Et donc du coup, ça oblige à être extrêmement vigilant, autant sur ce que personne ne voit de nous, c'est-à-dire tous nos codes de sécurité, nos usages intimes, etc. Être très attentif à tout ce que d'autres ne voient pas de nous et pas seulement être attentif à ce que d'autres voient de nous, parce que le propre des hackers, c'est de s'intéresser justement à ce que nous ne sommes pas soucieux de montrer. Et comme nous ne sommes pas soucieux de le montrer, eh bien, très souvent, nous ne nous entourons pas de précautions pour que ce soit quelque chose de fiable et de protégé. Donc finalement, la porosité entre le perso et le professionnel aujourd'hui devient un enjeu majeur de défense en matière de cybersécurité. Exactement. Comment vous faites pour gérer ça chez Orange? Vous avez des règles, des corporate guidelines qu'on applique pour les gens, des injonctions? Comment ça se passe? Oui, alors déjà pour nos collaborateurs, et puis en plus c'est une mesure de sécurité
vraiment qu'il faut conserver. Alors, il y en a peut-être 2-3. Alors, on dépasse le sujet de l'IA évidemment, mais ne jamais utiliser un même terminal pour du professionnel et du personnel. C'est une règle de sécurité. Question dans la salle. Qui sont ceux d'entre vous qui ont 2 mobiles, un professionnel et un personnel? Et qui ne mélangent pas les usages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quels Eh sont ben, ceux, dites donc, et quels il y sont a du ceux- boulot. Hein. et quels sont ceux qui travaillent dans la sécurité parmi vous, la cybersécurité, parce que je crains que ce soit les mêmes. Voilà. Bon, donc ce qu'on comprend, c'est que là, il y a un enjeu majeur d'éducation, de sensibilisation, d'acculturation par rapport à cette c'est- frontière entre le personnel et le professionnel. Ça, c'est absolument nécessaire. Et puis, parmi les exemples que vous preniez, les mots de passe, un gestionnaire de mots de passe, c'est nécessaire. Personne n'est capable de retenir 200 mots de passe. Donc, évidemment, la simplicité, c'est toujours d'utiliser le même. Mais on faisait un petit peu le panégyrique tout à l'heure des fuites d'informations massives qui ont eu lieu. En fait, il faut bien imaginer que quand France Travail est compromis, les hackers vont accéder aux données. Et parfois, dans ces données, il y a le couple email, mot de passe. Et le mot de passe, il va être tenté sur beaucoup de services. Évidemment, puisque parfois, vous pouvez utiliser le même mot de passe sur un service et un autre, alors le pirate va pouvoir aller de rebond en rebond, commencer à avoir une vue globale de votre vie et avoir un ensemble d'informations personnelles, parfois financières, parfois santé, qui permet de constituer un profil extrêmement exhaustif de votre vie. Alors, je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît, sur le sujet de l'impact de l'IA sur les cyberattaques. Il y a quelques années, je n'en ai pas parlé en introduction, mais ça m'intéresse qu'on réagisse là-dessus, a eu lieu une attaque. Alors, beaucoup d'attaques ne sont pas communiquées, hein, donc nous ne sommes pas informés de ces attaques, mais on sait qu'elles ont lieu. Et s'agissant de cette attaque qui s'est passée à Hong Kong en 2024, je vois que Pierre-Yves comprend à quoi je fais référence, que ça a été une première du genre. On a assisté, si je comprends bien la situation, à une scène que nous n'avions jamais vue jusqu'à présent et qui a été rendue possible grâce à l'IA. Si je comprends bien, rapidement, c'est une réunion entre des dirigeants basés un peu partout dans le monde, mais qui était une entreprise à Hong Kong. Ils ont fait leur réunion professionnelle à Hong Kong par Teams. Et sur les 4-5 personnes qui étaient là, manifestement, il n'y en avait qu'une qui était vraie. Exactement. En fait, il y a eu une vidéo Teams où il y avait des échanges entre des personnes qui ont invité une personne réelle dans une entreprise à faire un mouvement financier et l'ensemble de la vidéo était généré par intelligence artificielle. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'on revient un petit peu sur à quoi sert l'IA. Ça permet d'accélérer des attaques, les personnaliser, etc. Cette opération, elle a été conduite par IA, mais il faut aussi la remettre en regard d'une opération précédente. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être en 2019, avec le faux Jean-Yves Le Drian. Le faux Jean-Yves Le Drian. Oui, c'est vrai que c'était pas du tout de l'IA là, à l'époque. C'était pas du tout de l'IA. Ouais. En fait, c'était Jean-Yves Le Drian qui se présentait sur une réunion Teams auprès de grands dirigeants d'entreprises françaises et les invitait à verser une rançon pour libérer un otage dans un pays quelconque. Et évidemment, en fait, Jean-Yves Le Drian était simplement un acteur malveillant avec un masque en silicone et qui, avec un éclairage assez adapté, évidemment très bien fait, puisque des millions d'euros ont été ainsi détournés. Et en fait, l'exemple de Hong Kong, c'est simplement l'accélération et l'usage d'outils plus sophistiqués pour sortir de l'artisanal, pour ensuite pouvoir conduire des attaques de la même envergure, c'est l'accélération. Il n'y a pas un pivot ou un saut technologique ou un saut qualitatif, mais en tout cas, il y aura un saut quantitatif avec ce type d'outils. Si vous aviez, Pierre-Yves, à résumer ou essayer de rappeler aux personnes qui sont présentes aujourd'hui 3 attaques qui vous ont semblé vraiment des cyberattaques extrêmement pertinentes en matière d'IA, vous pourriez nous résumer les 3 ou pas? Celle-ci, déjà, elle est assez chouette, je trouve. En tout cas, elle illustre bien le type de problème. Je ne sais pas si le mot chouette est le mot parfaitement adéquat. J'ai un prisme, peut-être. En tout cas, moi, je documente des attaques et je documente les mouvements et les innovations aussi dans ce domaine. En tout cas, digne d'intérêt, on va dire. En tout cas, totalement digne d'intérêt parce qu'après, ça permet aussi de
trouver des solutions pour accompagner nos clients. Il y a des choses que l'on peut voir aussi maintenant de manière assez récurrente. Typiquement, un groupe d'attaquants qui s'appelle APT43. Alors APT, c'est Advanced Persistent Threat. Donc ce sont des groupes d'attaquants sophistiqués, souvent étatiques ou alors soutenus par des États. APT43, c'est un groupe nord-coréen, donc soutenu par la Corée du Nord, qui agit à des fins lucratives. Donc l'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent, de financer notamment le programme nucléaire et sortir de l'embargo que le pays subit. Et ce groupe d'attaquants s'est fait pour spécialité la création de faux profils, notamment sur LinkedIn, et de réussir à infiltrer. Ouais, ou en tout cas confondre les équipes RH. Pour se faire recruter. Pour se faire recruter avec du remote office, du travail à distance. Et ces personnes-là jamais n'interviendront dans votre entreprise. Elles seront embauchées, elles travailleront, mais la finalité, c'est quand même de dérober de l'information ou alors ensuite, depuis l'intérieur, de lancer des attaques. Ça, c'est une spécialisation, un groupe d'attaquants assez connu. Et la création de faux profils, on tombe totalement dans l'idée de social engineering qu'on évoquait. Et c'est assez classique, mais ça va être de plus en plus important. Le deuxième exemple, c'est Salt Typhoon, par exemple. Donc, c'est un groupe assimilé à la Chine qui fait de la reconnaissance pour trouver des cibles d'intérêt. Et on s'était évoqué... C'est plutôt de l'espionnage industriel, commercial, c'est quoi? Exactement, espionnage industriel, commercial pour gagner un temps d'avance sur l'innovation dans des domaines spécifiques qui intéressent notamment la Chine. Et c'était aussi l'objet de la conférence juste avant sur les cyberguerres. APT28, donc encore une fois APT Advanced Persistent Threat, qui est cette fois-ci un groupe russe et qui s'est intéressé à utiliser des LLM pour discuter avec ces modèles de langage, avoir une meilleure compréhension des réseaux satellitaires et des principes de communication de ces technologies quand même extrêmement sophistiquées pour pouvoir les détourner et gagner un temps d'avance dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Donc on voit quand même que de plus en plus des groupes d'attaquants extrêmement sophistiqués, très bien financés, utilisent l'IA à des fins... d'enjeux géopolitiques. D'enjeux géopolitiques, d'espionnage, de cyberguerre, de désinformation, avec la création de contenu. On appelle la guerre hybride. Hein. Ouais. Exactement, ou la guerre économique. Et donc ça, ce sont des domaines qu'on voit et qui ensuite vont commencer à descendre en niveau, puisque le coût, d'apprentissage pour des attaquants devient de plus en plus faible. Aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser un LLM, un ChatGPT ou un Anthropic ou autre. Et donc, avoir des connaissances cyber et ensuite conduire des attaques plus ou moins sophistiquées, pas forcément à ce niveau de sophistication, mais pour simplement gagner un peu d'argent. Ce qu'on voit, c'est que les réseaux sociaux jouent un rôle absolument fantastique là-dedans, parce que toutes les informations que vont puiser les hackers passent beaucoup par des informations personnelles, comme on l'avait porosité. S'agissant de ces plateformes, Serge Tisseron, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose? Parce que, en l'occurrence, comment on peut limiter ces cyberattaques quand on voit la puissance de ces plateformes qui ne jouent pas forcément le jeu en matière réglementaire, hein? On le voit bien avec le Digital Act européen et le bras de fer, la partie de bras de fer qu'on connaît avec les grands de la tech. Et surtout, est-ce que les gouvernements peuvent jouer un rôle pour limiter ces attaques? Alors, je voudrais d'abord reprendre ce qui a été dit sur les faux profils, parce qu'il ne faut pas croire que l'utilisation des faux profils, c'est une affaire de grandes opérations, ça serait seulement une affaire de grandes opérations contre des grosses entreprises. Beaucoup d'entre nous qui sommes parents pouvons avoir des enfants à l'étranger et nous pouvons un jour recevoir un appel par WhatsApp de notre enfant qui nous dit qu'il a une situation difficile, qui nous demande de l'argent, qui ne peut pas nous expliquer, que c'est compliqué, qui nous expliquera plus tard, mais qu'il faut que l'argent arrive vite. Bon, combien de parents vont résister à ça? Et pourtant, ça peut être aussi des formes de cyberattaque. Alors, c'est pas des hackers qui jouent forcément dans la même cour, mais il y a énormément de petits hackers qui aujourd'hui peuvent fabriquer des faux profils, et même sans être hacker, puisque j'ai un copain philosophe qui a un certain nombre d'ennemis dans la profession des profs de philosophie et qui s'amuse toujours
toujours, au début de ses conférences, à présenter des vidéos de ses pires ennemis très laudatives, parce qu'il les fabrique et il nous les montre en rigolant. Donc, Terrifiant ça. n'importe qui aujourd'hui... Peut-être donner des idées là. Voilà, n'importe qui aujourd'hui peut, avec quelques minutes de vocal, 10 minutes de visio, pirater évidemment, fabriquer un faux profil et influencer. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une entreprise, ça peut être aussi une personne privée à qui on extorque de l'argent. Alors, la responsabilité des plateformes là-dedans, je vous avoue qu'au niveau de leur gestion des algorithmes, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais ce qui est certain, c'est que dans les contraintes que l'Europe quand même prévoit d'imposer aux plateformes, il faut absolument que la question du cyberhacking soit présente. Parce que les jeunes aujourd'hui développent une sensibilité à l'utilisation des outils numériques qui est une vraie pépinière pour les cyberhackers. Puis il paraît qu'en Australie, vous savez, suite à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il y en a qui se fabriquent un clone et qui font enregistrer le clone qui font enregistrer le clone par l'intelligence artificielle qui doit diagnostiquer en les regardant s'ils ont moins de 15 ans ou plus de 15 ans. Ils ne présentent pas leur bobine, ils présentent un avatar qu'ils ont fabriqué. Et ça marche. Et ça marche. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand même, la façon dont les jeunes rentrent très vite dans cette nouvelle culture numérique a pour conséquence que si l'Europe veut légiférer autour des plateformes, il est indispensable qu'elle introduise cette dimension. Après, vous savez, la difficulté où est l'Europe de faire appliquer ces résolutions, elle en prend d'excellentes, elle a beaucoup de difficultés à faire appliquer ces résolutions, encore plus aujourd'hui avec Trump qui menace à chaque fois l'Europe de sanctions, quand l'Europe impose 300 millions d'amendes à Facebook, à Meta, alors que Meta gagne 20 milliards par an de recettes en exploitant les données personnelles des usagers. Donc une disproportion entre la violence des attaques politiques d'un côté et les faibles moyens dont l'Europe dispose. Mais il faut absolument que ça soit un élément qui soit pris en compte, au moins pour attirer l'attention de la population. Et tout à l'heure, vous disiez Thierry, vous citiez quelques attaques importantes qui ont eu lieu. Moi, je pense qu'au journal télévisé, le soir, à tous les journaux, toutes les chaînes nationales, parce que les autres, on ne peut pas faire grand-chose, mais que les chaînes nationales ouvrent les bulletins d'information en nous informant sur les cyberattaques qui ont eu lieu dans notre pays. Et ça serait beaucoup plus parlant pour la population, ça serait un bien meilleur message de sensibilisation que de proposer aux téléspectateurs, comme l'a fait M. Macron, de s'acheter un kit de survie. Voilà, donc non, la guerre a déjà lieu. Je crois d'ailleurs que c'était l'objet d'une table ronde avant ici à côté. La guerre a déjà lieu, mais les gens ne sont pas informés. Et comme ils ne sont pas informés, eh bien évidemment, il manque de méfiance, il manque de prudence et il manque aussi d'exigence par rapport à eux-mêmes et par rapport aux plateformes. Alors peut-être pour terminer, parce qu'on arrive à la fin, une question pour vous deux. Alors, question qui est un peu philosophique, mais on est sur le sujet du tech human dans cette agora. C'est finalement, c'est quoi les risques d'une société où la confiance en ligne est systématiquement remplacée par la méfiance ? Pas une question simple. Pour ma part, je soutiens totalement l'idée d'être systématiquement méfiant. On l'est au quotidien, on l'est en traversant la rue. Alors après, le terme de méfiance sera peut-être un petit peu indu, mais en tout cas de vigilance. Tout le monde ferme la porte quand il part de chez soi. Pas de méfiance, mais de la vigilance. De la vigilance permanente. C'est une posture de sécurité qui permet peut-être la survie de l'humanité depuis bien longtemps. Serge ? Oui, je pense que le mot de vigilance, en effet, est extrêmement important. Le mot de méfiance... a des relents assez désagréables. Vigilance. Mais vigilance, pourquoi ? Alors, je crois que c'est un problème général. Du fait de la montée en puissance des IA, pas seulement dans le cyberhacking, mais aussi dans notre vie quotidienne. Vous savez, la quantité de gens qui consultent GPT à tout bout de champ pour savoir comment gérer non seulement des situations concrètes, mais aussi des situations émotionnelles de leur vie quotidienne. Compte tenu de l'envahissement probable de nos vies par les IA, je crois que c'est très important de développer une culture du prendre soin. Parce que s'il y a quelque chose dont les IA vont jamais être capables, c'est de prendre soin de nous, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Eh bien, c'est une culture aussi de la vigilance pour éviter que se développent des malversations, des dangers qui frappent chacun d'entre nous.
Bien, il est 17 heures précises. Je vous propose qu'on puisse poser des questions avec les intervenants à la suite parce qu'on doit laisser la place, Laura, je crois, pour une autre conférence. Bon, mais comme on est les derniers, on peut. Donc, monsieur, vous passez mon micro. Merci à vous. Alors, je voudrais poser une question qui concerne les enfants et les seniors. Bon, moi, j'ai beaucoup lu Serge Tisseron, il le sait déjà, et j'anime des cafés IA. Et pendant les cafés IA, tout aussi bien avec les enfants qu'avec les seniors, je leur déconseille d'utiliser l'IA de Snapchat qui s'appelle My Companion pour les enfants et l'IA de WhatsApp pour les seniors. On sait pourquoi. Et on sait aussi que, Serge ne me contredira pas, il y a 52% des enfants de moins de 13 ans qui vont déjà quotidiennement sur une IA, alors que l'âge recommandé est à partir de 13 ans. Et dans mon cas, je leur recommande plutôt d'utiliser 3 IA. Le Chat, qui est française avec un serveur en France, Euria, qui est suisse, et le 3e, c'est Lumo, qui est suisse également, qui est une émanation de Proton, que l'on connaît bien dans l'univers du logiciel libre. Et ces IA accaparent beaucoup moins de données personnelles que les IA américaines. Donc déjà, on a le sentiment qu'elles sont bien faites et bien protégées, mais en plus, on leur donne beaucoup moins de données. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors j'ajouterais aussi la prudence à avoir par rapport à WhatsApp. Parce que WhatsApp est énormément utilisé, y compris dans le cadre de l'éducation nationale, alors que les données sont massivement capturées. Et qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui trottent sur WhatsApp, qui sont tirées de TikTok notamment, de gens qui recyclent des trucs qu'ils trouvent sur TikTok, qui les mettent sur WhatsApp, ce qui fait que WhatsApp, qui paraît la façon la plus sécurisée et la plus conviviale de faire passer des infos, avec les groupes familiaux notamment, tous les WhatsApp familiaux créés pendant la Covid, et je crois qu'il faut aussi mettre les gens en garde contre ça. Sinon, la seule des 3 que je connais, c'est Claude, qui effectivement me paraît très bien. Et voilà, je rejoins votre encouragement à utiliser plutôt Claude. Les autres, je ne connais pas. Pierre-Yves, chez Orange, vous utilisez Mister AI, des Français ou d'autres Alors, Orange a fait un partenariat très fort avec Mistral. Et ensuite, on travaille aussi avec d'autres entreprises qui créent des algorithmes d'intelligence artificielle, souvent ou la plupart français, et ensuite spécialisés sur le domaine cyber, parce que, on l'aura compris, le cyber est un domaine qui a ses spécificités et pour lequel on a besoin d'expertise très précise. Alors, juste un petit sondage, quels sont ceux qui utilisent le chat, Mr. Hyde, ça ? Quels sont ceux qui utilisent ChatGPT ? Finalement, c'est assez équilibré par rapport à ça. Et quels sont ceux qui utilisent les deux ? Et beaucoup d'autres. Non, vous êtes comme moi j'utilise les deux. Et ceux qui n'utilisent rien ? Bon, bravo. On voit que toute la Gaule, donc un petit village résiste, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une autre question parmi vous, si vous souhaitez ? Oui ? Merci. Concernant l'IA défensif, nous savons que les langages LLM, pour faire une tâche, il faut s'entraîner sur de la data déjà existante. Du coup, est-ce que l'IA défensif comment elle peut détecter des attaques qui n'ont jamais été faites ? Alors, en fait, on va surtout principalement parler de UEBA ou d'entraînement sur des comportements suspects. Et donc, on va essayer d'identifier un ensemble de signaux faibles, donc des choses qui sont a priori légitimes et qui ensuite, regroupés ensemble, vont faire un signal fort, donc remonter des signaux forts, donc des attaques avérées. Mais ça veut dire que vous ne partez pas de data, parce que c'est la question de monsieur. Comment on fait pour construire quand on n'a pas une immensité de données qui permettent de en fait, c'est l'avantage que l'on a chez Orange Cyberdéfense, c'est qu'en fait la donnée, on l'a et ensuite on l'entraîne sur des environnements clients quand ils sont d'accord, évidemment, en fonction des cadres contractuels imposés ou négociés avec eux. Mais on va le travailler sur des cas clients. Et ensuite, le deuxième élément, c'est la documentation, le partage d'informations. Donc les équipes
du CERT et de recherche, ce qu'on appelle de la CTI, dont la Cyber Threat Intelligence, vont faire de la recherche sur les attaques avérées identifiées dans d'autres entreprises, traitées par d'autres partenaires ou même concurrents qui traitent de l'information et ensuite la partagent avec nous. Donc on voit des environnements réels, que ce soit internes ou alors externes, parce qu'on discute avec beaucoup d'administrations, entreprises, concurrents évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, il me reste à vous remercier, à remercier nos deux intervenants et on n'a pas vu le temps passer. Hein. Merci. Merci à vous.